L'horloge accrochée au mur de la clinique vétérinaire de Valmont indiquait 1 minute passée minuit lorsque Dr Claire Morel leva les yeux vers les prunelles ambrées de la chienne gestante qui se tenait devant elle. Le froid de la pièce semblait plus mordant que d'habitude. Malgré le chauffage qui tournait à plein régime pour contrer les vents glacés du mois de décembre dans le nord du Montana. La main de Claire tremblait légèrement tandis qu'elle préparait la seringue, un geste qu'elle avait effectué des centaines de fois, mais qui lui paraissait ce soir-là d'une étrangeté bouleversante. « Pardon, ma belle », murmura-t-elle. La chienne ne grogna pas, ne se débattit pas. Au contraire, elle posa une patte sur le poignet de Claire, doucement, presque comme si elle comprenait. Et c'est alors que tout bascula. Ce que Claire décrirait plus tard comme le moment qui avait tout changé. Une larme, une seule, apparut dans l'œil droit de la chienne, s'accumulant lentement avant de glisser le long de son museau. Les chiens ne pleurent pas. C'était ce que sa formation lui avait appris. Et pourtant, son cœur savait que ses yeux ne mentaient pas. Le ventre gonflé de la chienne se contractait doucement. Les petits bougeaient à l'intérieur. Claire reposa la seringue comme prise d'un sursaut de lucidité. Au diable les protocoles, pas cette nuit. Elle inspira lentement. Laisse un like et partage tes impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle tu nous regardes. Maintenant, reprenons l'histoire. Valmont n'était pas une ville qui accueillait volontiers le changement. Enfouie entre des sapins centenaires et des montagnes si hautes qu'elles paraissaient gratter le ciel, cette bourgade de 800 âmes résistait aux marées du temps. Les crises économiques, les hivers durs, l'exode progressif de sa jeunesse, elle avait tout affronté. Depuis 11 ans maintenant, Dr Claire Morel en était le seul vétérinaire. À l'époque, c'est le vieux docteur Paillet qui lui avait transmis les clés de la clinique à une femme de 38 ans à la voix assurée, bardée de diplômes et peu encline à plier devant la paperasse. Le bâtiment en bordure de la ville n'avait rien de moderne. Une structure en bois vieillie, un toit en métal qui chantait sous la pluie et gémissait sous le poids de la neige. Mais à l'intérieur, Claire y avait installé une chaleur rare. Les animaux en convalescence en avaient besoin, tout comme les errants qu'elle gardait parfois en douce, à l'abri pour la nuit. La chienne que Claire avait commencé à appeler Naya reposait désormais dans l'arrière-salle sur un nid de couverture. Son pelage, terne et emmêlé, laissait entrevoir les classiques marques noires et feux des bergers allemands. Claire repérait les signes d'un long abandon, des côtes visibles, une cicatrice ancienne au-dessus de l'œil droit, une manière de sursauter au moindre geste brusque. Et pourtant, elle portait une dignité naturelle, une intelligence claire dans ses yeux ambrés. À quelques kilomètres de là, Jules et Marianne Verdier vivaient en retrait de Valmont, sur un terrain de 5 hectares où un ancien hangar avait été transformé en sanctuaire pour animaux recueillis. Jules, avec ses mains calleuses et sa barbe poivre et sel, avait cette carrure de menuisier qui cachait un cœur tendre. Marianne, institutrice retraitée aux cheveux auburn striés d'argent, était connue pour avoir remis sur pattes des merles blessés sur sa propre table de cuisine. Il y avait aussi Élise Dubois, qu'on appelait simplement Élise, dans tout le canton. C'était elle qui gérait le seul centre de sauvetage animalier du département avec des moyens dérisoires, mais une volonté de faire. À 29 ans, elle avait déjà affronté promoteurs, chasseurs et bureaucrates, toujours prête à défendre ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux. Petite, constellée de taches de rousseur, elle était bien souvent sous-estimée. Une erreur que l'on ne commettait jamais 2 fois. Et puis il y avait Adrien Caron. C'était lui qui avait amené Naya à la clinique, exigeant qu'elle soit euthanasiée. Claire le connaissait de loin. Il habitait dans la grande maison au sommet de la crête des Genêts, se mêlait peu aux autres, et des rumeurs disaient qu'il élevait des chiens dans un coin reculé de sa propriété. De quel type? Pour quel but? Nul ne le savait vraiment. Le téléphone de Claire sonna alors qu'elle somnolait dans son fauteuil, des dossiers éparpillés sur son bureau. Elle avait décidé de passer la nuit à la clinique pour veiller sur Naya. La chienne était allongée dans un coin sur ses couvertures, 5 minuscules chiots blottis contre elle. « Allô ?» répondit Claire, la voix engourdie de fatigue. « Adrien Caron ?» déclara la voix à l'autre bout du fil, sèche, impatiente. « J'ai entendu dire que ma chienne est toujours en vie. » Le sang de Claire se glaça. Elle regarda Naya qui redressa la tête au son de la voix, les yeux soudain en alerte. « Monsieur Caron, il est plus de minuit. Comment avez-vous eu ce numéro ? » « Valmont est un petit mont, répondit-il d'un ton désinvolte. Les rumeurs vont vite, surtout quand on décide d'ignorer les instructions d'un client. Claire se leva, s'éloignant de Naya et des chiots, la voix plus basse.
J'ai pris une décision professionnelle. Vous avez fait une erreur, rétorqua Adrien. Cette chienne m'appartient, je veux qu'on me la rende immédiatement. Elle vient de mettre bas, elle a besoin d'un suivi médical. Alors je viendrai la récupérer, elle et ses chiots, demain matin, 9 heures. La ligne coupa avant que Claire ne puisse répondre. Elle resta figée, le téléphone encore à l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Naya l'observait, la tête légèrement inclinée, comme si elle ressentait son trouble. Claire se pencha, murmura « Il faut qu'on te déplace !» Au lever du jour, Claire avait déjà contacté Élise ainsi que les Verdier. Jules fut le premier à arriver. Son vieux pick-up secouait les graviers du chemin menant à la clinique, alors que les premières lueurs roses de l'aube apparaissaient derrière les montagnes. « J'ai eu ton message !» dit-il en suivant Claire jusque dans l'arrière-salle où Naya et ses chiots étaient installés pour le transport. Marianne prépare le vestiaire, ce sera tranquille, chaud, parfait pour eux. Naya observa l'homme avec une prudence silencieuse, se plaçant immédiatement entre lui et ses petits. Claire s'agenouilla près d'elle, lui caressant doucement la tête. « Tout va bien, ma belle, Jules est là pour nous aider. Elle est protectrice, nota-t-il. Bonne mère. » Claire hocha la tête. Elle est aussi incroyablement obéissante. Regarde. Elle fit un simple geste de la main, et Naya s'allongea immédiatement, bien que ses yeux restèrent braqués sur Jules. Ça, c'est pas du dressage de base. Quelqu'un a vraiment passé du temps avec elle. Ce qui me laisse perplexe, vu qu'elle a fini chez ce type, murmura Jules en disposant délicatement des couvertures dans une grande caisse de transport. Ils déposèrent les chiots un par un dans le panier. Naya les suivait des yeux, attentive à chacun de leurs gestes. Le plus petit, un mâle que Claire avait dû réanimer à la naissance, émit un couinement de protestation quand elle le souleva. Ses minuscules pattes s'agitaient dans le vide. « Celui-là, c'est un battant », dit-elle en le posant délicatement contre ses frères et sœurs. « Tu lui as trouvé un nom ?» demanda Jules. Claire sourit. « J'hésite, mais j'aime bien le nom de Cisco. » Jules approuva d'un signe de tête. Ça lui va bien. Ils chargèrent la caisse dans la benne du pick-up au moment où Élise arrivait, son antique break soulevant un nuage de poussière derrière elle. « C'est quoi le plan ?» demanda-t-elle, ses cheveux roux ébouriffés dans la brise matinale. Jules les emmène chez lui. « Toi, tu restes ici », expliqua Claire. « Adrien Caron va venir à 9 heures et il faut que quelqu'un soit là pour l'accueillir. » Le visage d'Élise se durcit. « Tu comptes lui dire quoi ? La vérité, plus ou moins. Que la chienne a eu des complications, qu'elle a été transférée en accueil d'urgence, ce n'est pas un mensonge en soi. Les Verdier ont déjà accueilli des animaux pour le refuge. Et l'urgence, c'est lui. » Claire passa une main dans ses cheveux en bataille. Tandis que le pick-up s'éloignait, Naya regardait par la fenêtre, son regard vif, comme si elle savait qu'un tournant décisif venait de se produire. Claire sentit un poids s'alourdir dans sa poitrine. Elle violait plusieurs règles déontologiques. Elle risquait sa licence. Pourtant, alors qu'elle observait la chienne et ses petits, elle ne pouvait pas regretter. Adrien arriva pile à l'heure à 9 heures précises. Sa berline noire brillait au soleil matinal. Claire l'attendait dans la salle d'accueil. Élise, à quelques mètres de là, faisait mine de trier des dossiers, mais écoutait chaque mot. « Où est-elle » demanda-t-il sans même la saluer. Claire garda son calme. « Monsieur Caron, comme je vous l'ai dit cette nuit, votre chienne a mis bas peu après votre départ. Il y a eu des complications, elle a dû être transférée. »« Transférée où exactement » demanda-t-il d'un ton suspicieux. « Dans une structure d'accueil vétérinaire agréée. » Claire choisissait soigneusement ses mots. Ce n'était pas un mensonge. Les Verdier avaient déjà collaboré avec le refuge pour l'hébergement d'animaux. Les chiots sont extrêmement fragiles. 2 ont failli ne pas survivre. Les yeux d'Adrien se rétrécirent. « Je me fiche des chiots. La chienne est à moi et je veux qu'elle me soit rendue immédiatement. Les séparer maintenant mettrait leur vie en danger, » rétorqua Claire. « Ce n'est pas mon problème, » coupa-t-il sèchement. « J'avais été clair hier. » Élise émit un léger grognement depuis le fond de la pièce. Adrien tourna brièvement la tête vers elle, avant de revenir à Claire, un sourire mauvais sur les lèvres. « Je vois ce que vous faites, » dit-il doucement. « Vous avez décidé que cette chienne valait la peine d'être sauvée, même contre ma volonté. C'est très noble, mais aussi très illégal. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui est illégal, monsieur Caron ? Maltraiter un animal ? Demander qu'on euthanasie une chienne gestante en parfaite santé ? Cela peut être interprété comme un acte de cruauté.
L'avertissement planait, tranchant comme un couteau. Le visage d'Adrien resta figé, mais un éclair inquiétant passa dans son regard. « Vous avez fait une erreur grave, dit-il enfin. Une erreur qui aura des conséquences. » Il tourna les talons. « Je reviendrai avec un officier. Et quand je remettrai la main sur ma chienne, je n'oublierai aucun de ceux qui ont participé à ce vol. » La clochette de la porte tinta à sa sortie, contrastant cruellement avec la tension glacée qu'il laissait derrière lui. « Eh bien, souffla Élise, on a vu mieux comme échange de politesse. » Claire se laissa tomber sur une chaise. L'adrénaline s'évaporait d'un coup. Elle leva les yeux vers Élise, résolue. Il faut qu'on découvre qui est vraiment Naya, ce qu'elle a vécu. Si on veut la protéger, il nous faut des éléments. Ce que les deux femmes ignoraient à cet instant, alors qu'elles commençaient à échafauder un plan, c'est que le passé de Naya contenait des secrets capables de bouleverser leur vie à toutes les deux, et que les menaces d'Adrien Caron étaient loin d'être du bluff. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle replaçait son stéthoscope autour de son cou. Dehors, de gros flocons de neige tombaient en silence, se déposant sur les rebords des fenêtres de la clinique plus vite que le système de chauffage ne parvenait à les faire fondre. Naya était couchée sur le flanc, sa respiration difficile. Claire s'agenouilla près d'elle et commença à lui caresser le front. « Ça va trop vite », murmura-t-elle pour elle-même. Elle attrapa son téléphone, ses doigts laissant des traces humides sur l'écran. « Élise, c'est Claire. Il faut que tu viennes tout de suite. Naya est en train de mettre bas. » Ce n'était pas censé arriver ce soir-là. Claire avait estimé qu'il restait au moins une semaine avant le terme. Mais parfois, le stress pouvait tout bouleverser. La peur de l'euthanasie, le transport, le changement d'environnement. Tout cela avait pu déclencher un accouchement prématuré. Élise arriva 21 minutes plus tard, des flocons accrochés à ses cils et ses boucles rousses trempées. « Elle en est où ?» demanda-t-elle en se débarrassant de son manteau avant de filer se laver les mains. Contraction toutes les 3 minutes, le premier chiot ne devrait plus tarder, répondit Claire, désormais parfaitement concentrée, son instinct de vétérinaire ayant repris le dessus. J'ai préparé la boîte chauffante. Le premier chiot naquit à 23h42. Une petite boule sombre que Claire nettoya rapidement, éliminant les membranes et le liquide. 14 minutes plus tard, le deuxième arriva, puis un troisième, et un quatrième à la suite. Claire travaillait avec méthode, en silence, nettoyant les voies respiratoires, coupant les cordons, inspectant chaque chiot avant de les installer dans la boîte chauffante. 5, compta Élise, quand le dernier sortit. 3 femelles, 2 mâles. Mais le plus petit mâle ne bougeait pas. Il ne respirait pas. Claire le prit dans ses mains, le cœur battant. « Allez, petit, bats-toi », murmura-t-elle en le frottant doucement avec une serviette pour stimuler sa circulation. Elle le tourna sur le côté, dégagea de nouveau ses voiles respiratoires, aspira un peu de liquide avec une seringue. Rien. Claire refusa d'abandonner. Elle entoura son minuscule thorax de ses doigts et commença des compressions cardiaques toutes petites, suivies des souffles les plus délicats possibles dans sa gueule minuscule. « Allez, bats-toi » insista-t-elle. « Ta mère s'est battue pour toi. C'est à ton tour maintenant. » Comme s'il l'avait entendu, le chiot inspira faiblement, puis à nouveau, son petit torse commença à se soulever, haletant par vagues. « Oui » souffla Claire, les larmes aux yeux. « C'est bien, continue. » À l'aube, Naya et ses 5 petits étaient stables. Claire avait appelé Jules à 3 heures du matin. Il avait répondu dès la 2e sonnerie, alerte malgré l'heure. « On peut les accueillir » avait-il dit sans hésiter quand Claire lui avait exposé la situation. « Marianne a déjà préparé le vestiaire pour ce genre de cas. Tu veux qu'on vienne maintenant ? Dès que vous pouvez. » Le soleil peinait à percer quand Claire descendit dans la salle d'attente pour découvrir Harold Marchand, l'inspecteur sanitaire du comté, déjà là. Il tenait son clipboard bien droit devant lui, ses lunettes glissant de son nez pincé. « Inspection surprise, docteur Morel », annonça-t-il avec le sérieux pompeux des petits fonctionnaires. « Des signalements ont été faits concernant votre gestion des procédures de mise à mort et de conservation des déchets. » Le cœur de Claire se contracta. Adrien Caron avait forcément dénoncé quelque chose. Elle afficha un sourire professionnel figé. « Bien sûr, vous pouvez faire le tour. Je vous préviens juste, j'ai eu une urgence vétérinaire cette nuit. La clinique est un peu en désordre. » Harold la suivit dans les couloirs, prenant des notes, ponctué de grognements désapprobateurs en découvrant le désordre relatif de son bureau ou l'équipement un peu daté de certaines salles. Lorsqu'ils approchèrent de la pièce où reposaient Naya et ses chiots, Claire sentit son estomac se tordre. « Et ici, qu'est-ce que c'est »
demanda Harold en saisissant la poignée. Salle de récupération post-opératoire, répondit Claire rapidement. La porte s'ouvrit et Claire retint son souffle. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des couvertures soigneusement pliées, la boîte chauffante débranchée. Sur le plan de travail, un post-it gribouillé. Famille transférée. Appelle-moi quand l'inspecteur Gadget est parti. Claire aurait pu embrasser Élise sur le champ. Elle garda un visage neutre pendant qu'Harold regardait la pièce vide, prit une note de plus et poursuivit sa tournée. Plus tard dans l'après-midi, après le départ d'Harold et une liste de violations mineures à corriger, Claire se rendit chez les Verdier. Leur ferme ressemblait à une carte postale de Noël. La fumée montait paresseusement de la cheminée. Des guirlandes lumineuses ornaient le porche, même si on n'était encore qu'au début du mois de décembre. À l'intérieur, Marianne guida Claire jusqu'au vestiaire, désormais transformé en véritable cocon. Litière moelleuse, lumière tamisée, radiateur soufflant. Naya était couchée au centre de la pièce, ses petits levés contre elle. « Elle est incroyable !» souffla Marianne. Jules a voulu l'aider à s'installer, mais elle a tout de suite pris ses repères. Elle a inspecté chaque recoin, trouvé la gamelle d'eau, a arrangé les couvertures à sa manière. Claire s'agenouilla près d'elle, Naya l'a reconnue immédiatement, sans bouger de son poste de surveillance. Elle agit comme une chienne entraînée, remarqua Claire. Regarde sa posture, la manière dont elle se place entre les petits et la porte, vigilante mais pas agressive. C'est ce que m'a dit Jules, répondit Marianne. Elle fit un geste de la main, les doigts pincés, puis les ouvrit d'un coup sec. À la surprise de Claire, Naya baissa aussitôt la tête, détendant son corps tout en gardant les yeux ouverts. C'est un signal de commande, du dressage professionnel, souffla Claire. Chien d'assistance, chien de recherche, quelle que soit son origine, répondit Marianne, elle n'est pas un simple chien de ferme. Quelqu'un a investi du temps et de l'attention en elle. Comme pour confirmer, Naya redressa les oreilles. Elle avait entendu son nom. Et dans ce regard, il y avait plus qu'une simple intelligence animale. Il y avait une conscience profonde. Ce soir-là, alors que Claire fermait la clinique, son téléphone vibra. C'était Élise. Elle ne perdit pas de temps en préambule. « J'ai trouvé quelque chose », déclara-t-elle d'une voix tendue. En nettoyant Naya après la mise bas, j'ai senti une petite bosse sous la peau, près de l'omoplate. J'ai pensé à un kyste, ou peut-être une vieille en blessure. Mais Claire, je crois que c'est une puce électronique. Le cœur de Claire accéléra. Tu es sûr ? Presque. Mon lecteur a capté des fragments d'un numéro, mais il est endommagé. Impossible d'obtenir une lecture complète. Claire regarda la neige tomber par la fenêtre, son esprit déjà en mouvement. Une puce signifiait qu'elle avait appartenu à quelqu'un. Quelqu'un qui, un jour, avait pris le soin de la faire enregistrer. Une histoire, une vie d'avant. Peut-être même des gens qui la cherchaient encore. On ne dit rien pour l'instant, décida Claire, tant qu'on n'en sait pas plus. Si Adrien apprend qu'elle pourrait valoir quelque chose, ou qu'elle a un passé, il pourrait se montrer encore plus dangereux, compléta Élise. Exactement. Pour l'instant, on se concentre sur elle, et sur ses chiots. Les jours suivants, la ferme des Verdier trouva un nouveau rythme. Marianne, avec ses habitudes d'enseignante, tenait un journal précis de chaque évolution. Poids, comportement, alimentation. Jules avait construit un enclos plus grand pour accueillir les petits à mesure qu'ils devenaient plus curieux. Naya, toujours alerte, se laissait parfois aller à quelques instants de repos. Elle acceptait désormais les caresses de Marianne et même les visites d'Élise, qui passait plus de temps sur place. « Regarde celui-là », dit Jules un matin de décembre en désignant Cisco, le petit que Claire avait sauvé. C'est le plus petit, mais c'est toujours le premier à tenter quelque chose. Effectivement, le chiot essayait déjà de franchir les petites barrières en bois ou de jouer avec son ombre sur les murs. Et celle-ci, ajouta Marianne en caressant une femelle à la tache blanche bien visible sur la poitrine. C'est notre penseuse. Elle observe tout avant d'agir. On l'a appelée Sia. Les trois autres, Gaïa, le petit mâle massif, douce et protecteur, Nox, la rêveuse qui aimait hurler à la lune, et Pomme, fine et élégante qui suivait Marianne partout, avaient chacun leur caractère. Claire venait régulièrement apportant des provisions, vérifiant l'état de santé de Naya. La chienne avait repris du poids, son poil retrouvait de l'éclat. Pourtant, certaines réactions trahissaient encore des blessures invisibles. Un bruit métallique, une voix d'homme un peu trop forte à la télévision, le claquement sec d'une porte, et Naya se raidissait. Elle s'attend toujours à ce que quelque chose de mauvais arrive, nota Jules un soir, alors que la chienne sursautait à la fermeture de sa caisse à outils. Quelqu'un lui en a fait voir, c'est sûr.
mais elle n'a jamais montré de signe d'agressivité, ajouta Marianne. Elle observait Naya s'approcher doucement de Cisco, venu se blottir contre elle. Juste de la méfiance. De son côté, Élise poursuivait ses recherches. Elle passait ses soirées à fouiller les bases de données de chiens d'assistance, de travail, de sécurité. Un soir de tempête, alors qu'elle était installée dans la clinique avec Claire, elle secoua la tête, lasse. Rien. Le numéro partiel de la puce ne correspond à rien dans les bases ouvertes. Et on ne peut pas alerter les grandes bases privées sans prendre de risques. Si Adrien capte qu'on cherche des infos, il va comprendre qu'on veut lui enlever toute légitimité. Et s'il comprend qu'elle a été entraînée, qu'elle vaut des milliers d'euros, il la réclamera encore plus violemment. Claire sentait la menace approcher, lente mais inévitable. Et elle ne se trompait pas. À Valmont, les rumeurs commençaient à circuler. Les gens appelaient la clinique. Des messages discrets laissaient entendre que certains étaient intéressés par des chiots de bergers allemands, surtout s'ils venaient d'une lignée comme celle de Naya. Claire refusait systématiquement de répondre, mais chaque appel ajoutait une pierre à la pression déjà croissante. Le maire, Claude Bélanger, se présenta même à la clinique. Il sortit de son 4x4 flambant neuf, entra discrètement dans le cabinet. « Ma femme adore les bergers allemands », glissa-t-il d'une voix mielleuse. « Nos enfants leur offriraient un cadre de rêve. » Claire resta vague. Les chiots ne seront pas séparés de leur mère avant plusieurs semaines. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'idée de les séparer l'étouffait déjà. Le vrai choc arriva quelques jours plus tard. Un certain Loïc Destrel, le plus riche propriétaire du département, débarqua à la ferme sans prévenir. Sa Mercedes noire contrastait violemment avec le pick-up poussiéreux de Jules et la vieille grange battue par les vents. C'est Marianne qui ouvrit. Elle le connaissait de nom. « Madame Verdier », salua-t-il. Sa voix portait jusqu'à l'arrière, où Claire aidait Jules à renforcer la clôture. « Il paraît que vous avez une portée de bergers allemands. » Marianne croisa les bras. « On héberge une chienne et ses petits. Ils ne sont pas disponibles. »« Tout a un prix, madame, » répondit Loïc avec un sourire sans chaleur. « Ma fille fête son anniversaire et elle veut un chiot, le meilleur. » Jules s'avança, essuyant ses mains sur son jean. « Comme l'a dit ma femme, ils ne sont pas à vendre. Ils sont sous surveillance vétérinaire. » Loïc partit sans insister, mais le malaise resta. Ce malaise se transforma en alarme lorsque Claire révéla ce que Loïc lui avait dit en venant ensuite à la clinique. Il m'a offert 5 000 € pour avoir le premier choix de la portée. Il a même ajouté qu'il pouvait faire disparaître les papiers si c'était ça qui m'inquiétait. Il pense que tout s'achète, grommela Jules en se plaçant instinctivement entre la porte du vestiaire et l'extérieur. Élise, présente pour l'échange, fronça les sourcils. Le problème, c'est qu'en réalité, ces chiots n'appartiennent légalement à personne. Et si Adrien décide de revenir à la charge, j'ai falsifié les documents d'euthanasie, admit Claire dans un souffle. Je pourrais perdre ma licence. Marianne posa une main sur la sienne. Tu as sauvé une vie. On trouvera une solution. Les chiots avaient 3 semaines quand Élise fit une découverte qui allait bouleverser toute la situation. Elle continuait de remonter les pistes à propos du passé de Naya et avait contacté un ancien collègue travaillant pour une société privée spécialisée dans l'entraînement de chiens de sécurité. « Je lui ai envoyé une photo de Naya », expliqua-t-elle un soir en arrivant à la ferme. Elle montra l'échange de mails à Claire. « Il pense la reconnaître ? Il dit qu'elle ressemble beaucoup à une chienne de leur programme. Une nommée Aria, formée 3 ans plus tôt, déclarée disparue depuis 1 an. »« Disparue ?» répéta Marianne. « Pas vendue ? Pas confiée à une autre famille ? » ?»« Non, confirma Élise, portée disparue. Ce centre travaille avec des agences de sécurité, parfois même avec la gendarmerie. Ce dresseur se souvient d'elle. Il disait qu'Aria était exceptionnelle. Flair, obéissance, détection, tout. Claire étudia la photo en pièces jointes. Malgré la qualité médiocre, la ressemblance était frappante. Les mêmes yeux, le même marquage. Le doute n'était plus permis. « Ça veut dire qu'elle a ça été volée », suggéra Jules. « Ou bien elle s'est échappée et quelqu'un l'a trouvée », nuança Claire, même si elle-même n'y croyait pas vraiment. « Peu importe », ajouta Élise. « Ce qui compte, c'est qu'elle n'est pas une simple chienne de particulier. C'est un chien de travail, ultra formé, qui vaut des dizaines de milliers d'euros. » Cette révélation ajoutait une couche de complexité terrible. Car si Aria, désormais Naya, avait été volée, il y avait peut-être quelqu'un, quelque part, qui la cherchait encore, ou pire. Une organisation à qui elle appartenait toujours légalement. Il nous faut plus d'infos avant d'agir, décida Claire. On ne peut pas prendre le risque qu'Adrien la prenne. Mais il faut aussi envisager la possibilité qu'elle ait un maître légitime quelque part.
Pendant que l'hiver s'intensifiait, les chiots grandissaient. Ils mangeaient désormais de la pâtée, trottinaient dans la cuisine, dans le salon, explorant chaque recoin avec une curiosité débordante. Naya les surveillait avec la rigueur d'un chef d'unité. Claire remarqua un jour un comportement troublant. « Elle les dresse », dit-elle à Marianne en observant la scène. « Regarde comment elle les guide, les recadre. C'est pas juste une mère protectrice, c'est structuré. » « Jules m'a dit la même chose hier », répondit Marianne. Elle a détourné Pomme de sa caisse à outils sans un grognement. Elle s'est juste mise entre elle et les outils, puis l'a doucement ramenée avec le reste de la portée. Chaque jour apportait un indice de plus sur la vie passée de Naya. Elle répondait à des signaux gestuels complexes. Jules, parfois sans s'en rendre compte, faisait des mouvements qu'elle reconnaissait instantanément. À un geste rapide, elle allait à son tapis. À un autre, elle se mettait en alerte. Elle observait tout, toujours prête à agir. Et malgré tous les efforts déployés pour garder son existence confidentielle, l'histoire de Naya commençait à faire du bruit au-delà de Valmont. Un journal local du canton voisin publia un article. Le ton était bienveillant, mettant en avant la compassion de Claire et son refus d'euthanasier une chienne gestante. Mais même sans trop de détails, c'était suffisant pour inquiéter Élise. « Ça peut remonter jusqu'à Adrien », dit-elle en apportant l'article à la ferme. « Il faut qu'on se prépare à une riposte. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. 3 jours plus tard, Adrien entra sans prévenir dans la clinique. C'était un après-midi calme. Claire était en consultation avec Madame Delcourt pour son vieux chat diabétique. Elle termina rapidement, puis emmena Adrien dans son bureau, le cœur battant, mais le visage calme. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Caron ? Je pense que vous savez très bien pourquoi je suis là. » répondit-il en ôtant ses gants avec lenteur. « Ma chienne, celle que je vous ai confiée avant Noël. Elle n'a pas été euthanasiée, n'est-ce pas ?» Claire pensa à nier, mais l'assurance glacée dans sa voix prouvait qu'il savait déjà. « Non », répondit-elle simplement. « Je vois. » Il hocha la tête comme s'il confirmait quelque chose. « Et où est-elle maintenant ? C'est une information confidentielle ? Elle est sous soins vétérinaires. Puis-je vous demander pourquoi vous semblez soudainement si préoccupé par le sort d'une chienne que vous vouliez faire piquer ? » Son sourire était glacial. « Parce qu'elle m'appartient, ainsi que ses chiots. » « Les mêmes chiots que vous étiez prêts à laisser mourir avec leur mère ?» rétorqua Claire, incapable de masquer le mépris dans sa voix. « Une décision que je regrette, » répondit-il sans ciller. « J'étais dans une mauvaise passe. Maintenant, je souhaite récupérer ce qui m'appartient. » Après son départ, Claire appela immédiatement les Verdier et Élise. « Il sait, » leur dit-elle d'une voix blanche, « il veut les récupérer. »« Comment il a su ?» demanda Jules, la mâchoire crispée. « L'article, ou quelqu'un en ville, on ne le saura jamais. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il affirme en être le propriétaire. Et légalement, elle ne termina pas. Élise le fit à sa place. Légalement, il pourrait avoir gain de cause. Et c'était bien là le drame. Car selon la loi, en particulier dans un État comme le Montana, les chiens étaient considérés comme des biens. Et Adrien pouvait prouver qu'il avait été en possession de Naya pendant plus de 6 mois. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et la puce ?» demanda Marianne désespérée. « Et le dossier d'entraînement ? Ça peut aider, admit Claire. Mais ce n'est pas suffisant. Pas sans preuve claire de propriété antérieure. Et pendant ce temps, il va tout faire pour récupérer ce qu'il considère comme son bien. C'est un homme qui a des moyens. » Alors, la mobilisation prit un autre tournant. Élise redoubla d'efforts pour contacter tous les centres de formation de bergers allemands dans les 5 États voisins. Claire fit appel à des collègues dans des écoles vétérinaires, espérant trouver des bases de données moins connues. Jules et Marianne, eux, se consacraient à la santé et au bien-être de Naya et des petits. Chaque jour les rapprochait un peu plus du sevrage complet des chiots et de la date fatidique à laquelle Adrien reviendrait avec une assignation ou un shérif. Le mois de février approchait et avec lui, un froid sec et tranchant. Les chiots mangeaient désormais solide et passaient de plus en plus de temps à explorer la maison. Cisco restait le plus audacieux, toujours en tête lorsqu'il s'agissait de grimper ou de se faufiler quelque part. Sia, comme son nom le laissait entendre, préférait observer avant d'agir. Nox s'illustrait par ses vocalises, hurlant à la lune, comme si elle avait quelque chose à dire au ciel. Gaïa, le plus imposant, se montrait doux et protecteur, tandis que Pomme, vive et souple, s'était mise à suivre Marianne partout, comme son ombre. Mais au milieu de cette joyeuse agitation, un sentiment de tension sourde planait. Naya le sentait aussi. Elle se faisait plus vigilante, moins détendue.
Chaque bruit de voiture sur la route, chaque voix inconnue la poussait à rassembler ses petits, à les ramener dans le vestiaire et à s'interposer entre eux et le danger. Elle sait que quelque chose se prépare, nota Jules en la regardant se tendre au passage d'un véhicule. Les animaux ressentent ce genre de choses. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est à quel point tout allait basculer. Ce fut d'abord une menace larvée, puis une tempête. Une lettre recommandée livrée à la clinique un mardi matin glaça Claire jusqu'à l'os. Adrien Caron l'assignait en justice. Il l'accusait de vol, de refus d'exécuter une euthanasie autorisée, de rétention illégale d'un bien personnel et même de préjudice financier lié à la perte de revenus de reproduction. En d'autres termes, il réclamait Naya les 5 chiots et des dommages. L'audience était fixée au lundi suivant. 5 jours, pas une de plus. La nouvelle se propagea à Valmont à une vitesse effrayante. À midi, 3 clients avaient déjà annulé leur rendez-vous, invoquant un manque de confiance. Le groupe Facebook de la ville se transforma en champ de bataille. Certains défendaient Claire, soulignant qu'elle avait agi avec compassion. D'autres, plus nombreux qu'elle ne l'aurait cru, soutenaient qu'Adrien avait des droits et que les lois devaient être respectées. « Ça devient vraiment moche », dit Élise en arrivant à la ferme ce soir-là, les bras chargés de provisions. Quelqu'un a tagué « voleuse de chiens » sur ta benne à ordures derrière la clinique. Jules, rentré d'une réunion avec leur avocat local, étala les documents sur la table de la cuisine. Mais le moine dit qu'on est sur une pente glissante. Même avec les preuves du centre de formation, Adrien a eu Naya suffisamment longtemps pour que la loi puisse l'assimiler à un propriétaire légitime. Et toi, Claire, il baissa la voix. Tu as falsifié des documents officiels. Disons les choses comme elles sont, coupa Claire. J'ai menti dans les dossiers. J'ai dit que j'avais euthanasié une chienne qui est toujours en vie. C'est une faute grave. Un silence pesant s'abattit. Dehors, la neige s'était remise à tomber, légère mais constante. Depuis le vestiaire, on entendait les petits grognements joyeux des chiots qui jouaient. « Il nous faut une stratégie », déclara finalement Jules. « Mais le moine gère la partie juridique, mais ici, à Valmont, l'opinion publique compte. Il faut inverser la perception. » C'est Élise qui proposa la solution. Plus jeune, plus connectée, elle comprenait le pouvoir des récits. « Il faut raconter l'histoire de Naya », dit-elle, « pas juste la sauver. Il faut montrer ce qu'elle est. Une chienne exceptionnelle, dressée, maternelle, rescapée, montrer tout ce qu'elle a traversé. Si on peut la faire exister dans le cœur des gens, alors même ceux qui se taisaient jusqu'ici oseront peut-être prendre position. » Marianne hocha lentement la tête. Les gens de Valmont aiment leurs animaux. Ils font confiance à Claire. Il faut leur rappeler ça. Le lendemain matin apporta une surprise inattendue. Le journal local, la Gazette de l'Épinay, publia un article en une. Une chienne sauvée, l'histoire qui divise Valmont. La journaliste, une nouvelle arrivée dans la région, Mélissa Cheng, avait pris soin de recueillir les 2 versions. Elle racontait les faits, une chienne gestante confiée pour euthanasie, une vétérinaire refusant d'obéir, 5 chiots nés la nuit suivante et désormais une bataille judiciaire. Mais l'article soulignait aussi les signes d'un dressage professionnel, l'attachement entre Naya et ses sauveurs et la complexité morale de l'affaire. « Ça va faire du bruit ?» murmura Élise en déposant le journal sur le bureau de Claire. Et ce n'est que le début. Ce même jour, un nouvel acteur entra en scène. Le représentant du centre de formation évoqué plus tôt, une entreprise nommée Astérion Canis, arriva à Valmont. Il s'appelait Marc Vial, ancien maître chien militaire, silhouette droite, regard perçant. Claire ferma la clinique pour l'après-midi et le conduisit à la ferme. Dès qu'il franchit le seuil, Naya leva la tête, alertée. Marc s'agenouilla lentement, effectua un geste net de la main. Et à la stupéfaction générale, Naya s'exécuta sans la moindre hésitation. Position couchée, regard fixe, attente silencieuse. Il enchaîna plusieurs commandes, verbales et gestuelles. Naya les exécuta toutes avec une précision impeccable. « C'est elle », déclara-t-il d'une voix rauque. « Aucun doute. Elle s'appelait Aria chez nous, meilleure chienne de sa promotion, spécialisée en détection olfactive. » Il passa la soirée à faire passer des tests à Naya, à relever des échantillons ADN, à scanner les fragments de puces. Chaque détail corroborait l'idée qu'elle avait été volée, puis revendue illégalement. Officiellement, elle était la propriété du département de l'Ain. Elle avait été affectée à un poste de gendarmerie de montagne avant de disparaître lors d'un exercice en forêt. Un nouveau dilemme surgit alors. Si elle appartenait à la gendarmerie et qu'il voulait la récupérer,
Que deviendraient les chiots? Et Naya serait-elle à nouveau arrachée à ses repères? Pour Claire, pour Jules, pour Élise, pour Marianne, cette pensée était insupportable. Mais ils n'avaient plus le luxe de choisir leur combat. Le premier objectif était clair, empêcher Adrien de la récupérer. Ensuite, il faudrait se battre pour que ceux qui l'avaient sauvé ne soient pas les perdants de cette histoire. Le dimanche soir, précédant l'audience, la tension était à son comble. Le vestiaire était silencieux, presque solennel. Naya dormait paisiblement, les 5 chiots blottis contre son flanc. Claire passait sa main dans leur pelage, les observant un à un. Elle connaissait leur personnalité mieux que quiconque. Cisco le téméraire, Sia la sage, Nox l'expressive, Gaïa le protecteur, Pomme l'attentive. Tous portaient la trace de leur mère, tous portaient un futur incertain. Le lundi matin, la ville entière semblait figée dans une expectative lourde. La salle du tribunal, bien que modeste, était pleine. Une partie de la population de Valmont s'y était rendue, curieuse ou concernée. Claire portait un tailleur marine sobre. Jules et Marianne étaient assis près d'elle, un dossier rempli de photos des chiots et de rapports vétérinaires posés sur leurs genoux. Élise était restée à la ferme pour garder Naya et ses petits, armés de l'ancien fusil de Jules. Non chargé, mais suffisamment impressionnant pour dissuader quiconque de tenter quoi que ce soit. Le juge, Madame Armand, une femme de 60 ans réputée pour sa rigueur et son attachement au texte de loi, entra avec gravité. Après les présentations d'usage, l'avocat d'Adrien, un homme visiblement dépêché de la capitale régionale, prit la parole avec assurance. Il s'agit d'un cas simple, Madame le juge. Mon client, Monsieur Caron, possède tous les documents nécessaires prouvant la propriété de cette chienne depuis plus d'1 an. Elle a été enregistrée à son nom, soignée à ses frais et confiée à Dr Morel pour euthanasie, ce qui, rappelons-le, est une procédure parfaitement légale. Ce que Dr Morel a fait ensuite, cacher l'animal, ignorer les directives d'un propriétaire, mentir dans ses rapports médicaux, constitue un vol. Ni plus, ni moins. Et les chiots, ils sont le prolongement biologique de sa chienne, donc sa propriété également. La salle réagit par murmures, vite calmée par le marteau du juge. Puis ce fut au tour de Maître Lemoine, l'avocat des Verdiers, et de Claire de s'exprimer. Son style était plus modeste mais tout aussi percutant. Madame le juge, cette affaire est tout sauf simple. Nous avons aujourd'hui la preuve formelle que la chienne en question, que Monsieur Caron nomme Diana et que ma cliente appelle Naya, est en réalité une chienne disparue depuis 1 an. Son vrai nom était Aria et elle appartenait à une unité de la gendarmerie du département de l'Ain. Elle a été formée pour des missions de recherche, identifiée par puce, photographiée, testée génétiquement. Le centre de formation a confirmé sans l'ombre d'un doute son identité. Il déroula l'épreuve, photos comparatives, numéro de puce, rapport ADN, témoignage de Marc Vial. Ce que nous demandons, ce n'est pas une faveur, c'est la reconnaissance d'un vol. Monsieur Caron a, sciemment ou non, acheté un animal volé. Et quand il a découvert qu'elle était gestante, il a tenté de la faire euthanasier. La juge demanda à entendre Claire. Elle se leva, droite, mais la gorge nouée. Quand j'ai vu cette chienne, elle n'était pas en bon état, amaigrie, peureuse, une cicatrice au visage. Elle ne correspondait pas à l'image d'un animal bien traité. Et surtout, elle était enceinte. Je n'ai pas pu la condamner. L'avocat adverse se leva brusquement. Madame le juge, Dr Morel a falsifié des dossiers médicaux. Peu importe ses motivations, cela reste une infraction. C'est vrai, admit Claire sans détour. J'ai fait ce que je pensais juste, pas ce que la loi m'autorisait à faire. Le silence était lourd. Après plusieurs heures de témoignages, le tribunal fit une pause. Dans le couloir, Claire croisa Marc Vial venu comme témoin expert. Aria est toujours une chienne d'exception, dit-il. Elle a réussi tous les tests hier, comme si elle ne les avait jamais oubliés. Elle est prête à reprendre du service. Claire regarda vers la fenêtre, où la neige recommençait à tomber. Et ces chiots, ils ne nous concernent pas. Ils ne sont pas formés. Mais officiellement, ils sont aussi la propriété de la gendarmerie. La gorge de Claire se serra. Elle comprenait, mais elle refusait de l'accepter. À la reprise, la juge lut sa décision. Les preuves apportées confirment sans ambiguïté que la chienne appartenait initialement à la gendarmerie. Cependant, l'objet de cette audience ne concerne pas cette entité, mais le litige entre Monsieur Caron et Dr Morel. Et sur ce point, Claire retint son souffle.
Je suis dans l'obligation de statuer selon la loi. Dr Morel a agi sans autorisation, a menti dans ses documents. Le chien et ses chiots sont donc considérés pour le moment comme propriété de Monsieur Caron. Ils doivent lui être remis avant 17 h aujourd'hui. Le choc fut total. Jules serra les poings, Marianne pleurait en silence. Claire resta figée. Tout ce pourquoi il s'était battu, balayé en un instant. Adrien, assis de l'autre côté de la salle, esquissa un sourire discret. La juge ajouta, concernant la falsification de documents, un signalement sera transmis à l'ordre des vétérinaires. En quittant le tribunal, Claire avait la sensation d'étouffer. Elle venait de tout perdre, sa licence, sa réputation. Et bientôt, Naya. La voiture roulait dans le silence, brisée seulement par les craquements de la neige sous les pneus. Claire, Jules et Marianne fonçaient vers la ferme, chacun enfermé dans ses pensées. À 17 h, ils devaient remettre Naya et ses 5 petits à Adrien Caron. L'image de son sourire en coin au moment du verdict hantait encore l'esprit de Claire. Mais ce qu'ils découvrirent en arrivant fit s'écrouler toutes les certitudes. Le pick-up s'arrêta net au milieu du chemin. « Mon Dieu !» souffla Marianne. La maison des Verdiers était en feu. D'épaisses colonnes de fumée noire s'échappaient par les fenêtres du rez-de-chaussée. Des flammes dansaient derrière les carreaux de la cuisine. Et devant, la voiture d'Élise, porte ouverte, moteur encore tiède. Claire bondit hors du véhicule, le cœur battant. « Élise, les chiots !» cria-t-elle en courant vers le porche. La porte s'ouvrit brutalement. Élise en sortit en titubant, la peau noircie par la suie, toussant violemment. Dans ses bras, elle serrait Cisco contre elle, tremblant et effrayé, mais vivant. « Elle est dedans !» haleta-t-elle. « Naya, elle est repartie les chercher. » Marianne courut l'aider à descendre les marches, pendant que Claire s'avançait impuissante face aux flammes qui gagnaient du terrain. Mais à cet instant, Naya apparut sur le côté de la maison, portant Sia dans sa gueule. Elle la déposa près de ses frères et sœurs, fit demi-tour sans hésiter, et replongea dans l'enfer. « Elle les sauve un par un », murmura Jules, qui avait attrapé le tuyau d'arrosage du jardin, bien dérisoire face à l'incendie. Naya revint, cette fois avec Nox, puis Gaïa. Chacun déposait doucement, puis elle retournait dans les flammes, encore et encore. Le feu grondait, dévorait les meubles, les murs, les souvenirs. « Il en manque un », dit Élise, la voix brisée. « Pomme !» Les secondes devinrent interminables, puis une vitre explosa. Claire recula d'instinct. Et là, à travers les débris, elle la vit. Naya, titubante, les pattes brûlées, le museau noirci, portant Pomme. Elle passa la fenêtre, s'effondra à peine posée au sol. Claire courut vers elle, attrapa la petite chienne, inerte, ne respirant plus. Sans réfléchir, elle commença la réanimation, souffle après souffle, petite pression sur le thorax. « Allez, Pomme, pas maintenant !» Puis, une toux minuscule, un soupir, et enfin, un regard vitreux qui s'éclaira. Autour d'eux, les pompiers arrivaient enfin. Mais il était trop tard pour sauver la maison. Le feu avait tout ravagé. La cuisine, le salon, les chambres, tout était parti en fumée. Ce soir-là, la famille Verdier perdit son toit, mais Naya, elle, avait sauvé chacun de ses petits, sans exception. Les chiens furent installés dans le cabinet vétérinaire de Claire. Naya fut soignée d'urgence, brûlures au coussinet, inhalation de fumée, fatigue extrême. Mais elle survivrait, et les chiots aussi. Dans la salle d'examen, pendant que Claire bandait les pattes de Naya, un silence chargé d'émotions les enveloppait. Un homme se tenait là, spectateur discret de cette scène bouleversante. « Elle était la meilleure », murmura-t-il. C'était le gendarme Sylvain Delmas, venu spécialement de l'Ain, accompagné d'un avocat. Il tenait une liasse de papier. Claire se redressa. « C'est bien elle ?» demanda-t-elle. Le gendarme hocha la tête. Elle s'appelait Aria. Elle a disparu lors d'un exercice en terrain difficile. On l'a cherchée pendant des semaines. Le dresseur n'a jamais cessé de la croire en vie. L'homme en costume s'avança. Nous avons obtenu une injonction d'urgence, une demande d'examen fédéral pour déterminer la propriété réelle de l'animal. Elle ne peut donc plus être transférée à quiconque jusqu'à nouvel ordre. Claire inspira profondément, les larmes au bord des yeux. Il est trop tard. Le jugement a déjà été rendu. Nous devons la remettre à Monsieur Caron ce soir. L'avocat secoua la tête. Ce document suspend la décision précédente. Elle ne quittera pas cet endroit. Quelques minutes plus tard, les phares d'une berline noire illuminèrent le parking. Adrien Caron sortit, suivi d'un agent de police. Il s'arrêta net en voyant les flammes toujours fumantes au loin. «
Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Claire s'avança, droite malgré la fatigue. Il y a eu un incendie? Une urgence? Adrien plissa les yeux en voyant les chiots installés dans une cage ouverte, Naya veillant sur eux malgré ses blessures. « Cela ne change rien ?» affirma-t-il. « J'ai une ordonnance, ils sont à moi ?» Le gendarme s'interposa, tendant le papier officiel. « Ce jugement est temporairement suspendu, monsieur. Une enquête fédérale est en cours pour déterminer si vous avez acquis cette chienne illégalement. » Adrien devint pâle. « C'est absurde, elle m'a été vendue, point. » Mais Sylvain Delmas avait déjà vu ce genre de réaction. Et cette fois, il avait plus que des soupçons. Savez-vous qu'un produit inflammable a été retrouvé dans les décombres de la maison incendiée? Le même que celui acheté avec votre carte bleue 2 jours plus tôt? Le silence tomba comme une lame. Adrien se redressa, prêt à protester, mais le regard du gendarme le stoppa net. « Ce n'est pas fini », lâcha-t-il finalement. « Vous n'avez encore rien gagné. » Il remonta dans sa voiture et partit sans un mot. Ce soir-là, ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient repris espoir. Le lendemain matin, alors que la neige avait cessé de tomber, laissant derrière elle un paysage figé et silencieux, 2 nouvelles allaient définitivement faire basculer l'équilibre. D'abord, le rapport préliminaire de l'assurance. L'incendie de la ferme n'était pas accidentel. Un accélérant avait été utilisé dans le salon, positionné avec une précision clinique pour que le feu se propage après leur départ pour le tribunal. Ensuite, une visite totalement inattendue. Claude Bélanger, le maire de Valmont, entra discrètement dans la clinique, l'air fatigué, les traits tirés. « Il faut que je vous parle, en privé », dit-il à Claire. Elle l'observa avec prudence, l'invitant à entrer dans son bureau. Là, le masque du politicien tomba. Il s'assit lourdement, se frotta le visage, puis lâcha, d'une voix que Claire ne lui connaissait pas. « Adrien Caron est mon frère, mon demi-frère, pour être précis. Même mère, père différent, on ne l'évoque jamais publiquement. Il a toujours été problématique. » Claire resta figée. Elle n'avait pas vu venir ce genre de révélation. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» Le maire regarda par la fenêtre, la voix basse. « Parce que je n'en peux plus. Je n'aurais jamais dû me taire. Depuis qu'il est ici, des rumeurs circulent. Des chiens disparaissent. Il se fait livrer des animaux qu'on ne revoit jamais. J'ai fermé les yeux pour protéger ma carrière, mais là, la maison des Verdiers, cette violence, ce mépris, c'est trop. Je vais tout raconter au shérif. » Claire ne répondit pas, mais elle savait, un mur venait de tomber. De leur côté, le gendarme Delmas et l'avocat du département de l'Ain préparaient un dossier solide. Des mandats furent demandés, une fouille eut lieu sur la propriété d'Adrien Caron. Ce qu'ils découvrirent fit frémir jusqu'aux enquêteurs les plus chevronnés. Des enclos dissimulés, des registres codés indiquant l'achat, la revente et parfois la disparition de chiens de travail. Des preuves indirectes, mais qui, mises bout à bout, dressaient un portrait accablant d'un trafic organisé. Et au fond d'un hangar, une cache contenant les bidons du même accélérant utilisé dans l'incendie. Les scellés furent déposés et Adrien fut placé en garde à vue. Pas encore pour trafic, mais pour suspicion d'incendie criminel. C'était un tournant. Naya, enfin, pouvait respirer. Elle se remettait lentement de ses blessures, les pattes enveloppées de bandages, le souffle encore court, mais l'œil toujours vigilant. Ses chiots grandissaient bien. Ils étaient désormais propres, joueurs, et tissaient un lien fort avec tous ceux qui les entouraient. Mais une autre échéance approchait. L'audience fédérale. C'est là que serait statué une fois pour toutes à qui appartenait officiellement Naya, et potentiellement à qui reviendraient les chiots. Le jour du procès, Claire, Jules, Marianne, Élise et le gendarme Delmas prirent la route pour se rendre au tribunal fédéral de Lyon. Une bâtisse imposante, aux colonnes austères, bien loin du modeste tribunal de Valmont. La salle d'audience était lumineuse, froide, presque intimidante. Le juge, Madame Sévrac, réputée pour son impartialité, prit place sans fioriture. Les dossiers étaient nombreux, les témoins prêts. Le gendarme raconta l'histoire d'Aria, ses exploits en montagne, les vies qu'elle avait sauvées, sa disparition soudaine. Marc Vial vint également témoigner de son entraînement, de son exceptionnelle obéissance. Claire raconta tout, la nuit où elle avait refusé l'euthanasie, la mise bas, les soins, la peur constante. Jules et Marianne parlèrent du quotidien à la ferme, des progrès, des gestes de Naya, de sa façon de surveiller les chiots, de les corriger, de les guider. Puis ce fut au tour de l'avocat du département de l'Ain. Il présenta la preuve ultime,
Le test ADN officiel confirmant à 99,9% que Naya était bien Aria. En conséquence, conclut-il, nous demandons la restitution immédiate de cette chienne à son unité d'origine. Elle a été dérobée. Elle a une fonction à reprendre. Claire sentit son cœur se serrer. Ce moment, elle l'avait redouté. Car oui, Naya appartenait légalement à la gendarmerie. Mais tout en elle criait que son foyer, désormais, c'était Valmont. Le juge Sévérac prit la parole. Les faits sont établis. Cette chienne est bien Aria, propriété du département de l'Ain. Mais cette affaire est unique. Elle a été sauvée d'une mort injuste. Elle a protégé ses chiots au péril de sa vie. Elle a construit ici, avec ses gens, une relation qui dépasse la simple possession. C'est pourquoi je propose une période transitoire de 30 jours. Durant ce mois, la gendarmerie et le refuge de Valmont devront trouver une solution ensemble. Une décision qui tiendra compte à la fois du devoir et du bien-être profond de l'animal. Une respiration collective s'éleva dans la salle. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un répit, un possible nouveau départ. Aria, ou plutôt Naya, ne serait pas arrachée brutalement à sa famille d'adoption. Le retour à Valmont se fit dans un silence empreint de soulagement et d'appréhension mêlée. La chienne ne leur appartenait pas encore. Mais Adrien Caron avait été neutralisé, et pour la première fois depuis des semaines, il n'était plus dans l'urgence. Ce mois transitoire allait tout déterminer. Il fallait maintenant penser à l'avenir, aux chiots, à la reconstruction, et surtout, à ce qu'il y avait de mieux pour Naya. À la clinique, Claire réorganisa son appartement au-dessus du cabinet pour accueillir temporairement toute la petite tribu. Naya y retrouva ses repères en un instant, comme si elle avait compris que c'était là, pour l'instant, leur refuge. Les chiots s'adaptèrent vite à ce nouvel espace, transformant chaque recoin en aire de jeu improvisé. Pomme s'amusait à poursuivre son ombre sur les murs, Sia observait chaque geste de Claire avant de l'imiter. Nox testait sa voix contre les murs, Gaïa montait la garde devant la porte et Cisco essayait d'escalader tout ce qui lui résistait. Pendant ce temps, Élise, qui passait désormais ses journées et une bonne partie de ses nuits à la clinique, s'activait à rédiger une version complète de l'histoire de Naya qu'elle publia sur les réseaux sociaux avec des photos et vidéos. La réponse fut immédiate. Des milliers de partages, des messages de soutien venus de toute la région puis d'ailleurs. Certains proposaient d'adopter les chiots, d'autres, émus, racontaient leurs propres histoires de sauvetage, de liens indestructibles avec un chien. Puis, une nuit, alors que Claire finissait d'examiner une chienne blessée à portée d'urgence, Élise frappa à la porte du bureau avec un regard étrange. Elle tenait son téléphone à la main, les doigts tremblants. « Claire, je crois que je suis enceinte. » Claire la fixa, interdite. « Quoi ? Je suis en retard depuis 3 semaines. J'ai mis ça sur le stress, les nuits blanches, mais ce matin j'ai vomi sans raison, et là, elle montra le test. 2 lignes nettes, Claire sentit une vague d'émotion la submerger. « Tu es sûre ? » Je n'osais plus espérer, murmura Élise. Après les fausses couches, les traitements, on avait fini par abandonner. Mais là, c'est réel. Claire la prit dans ses bras. C'est un signe, dit-elle. Quelque chose de beau, enfin. À l'annonce de la grossesse d'Élise, un sentiment nouveau gagna toute l'équipe. Un sentiment de renouveau, d'espoir. Même Naya semblait le sentir. Elle devenait plus douce, plus calme, laissant les chiots explorer sans intervenir aussi souvent. Peut-être sentait-elle que le danger s'éloignait. Les Verdier, de leur côté, vivaient dans une petite maison de location en attendant la reconstruction de la ferme. Jules passait ses journées à superviser les travaux. Marianne, elle, s'occupait d'un carnet dans lequel elle avait noté chaque étape du développement des chiots. Elle savait qu'ils allaient devoir s'en séparer bientôt, mais elle voulait garder une trace. Elle se surprit même à rédiger une lettre pour chacun d'eux, à remettre à leurs futurs adoptants pour leur raconter d'où ils venaient, qui ils étaient vraiment. Et puis, alors que le printemps faisait timidement son retour sur Valmont, une dernière surprise arriva sous la forme d'un courrier officiel. La gendarmerie de l'Ain annonçait qu'elle renonçait à reprendre Aria. Après analyse complète de la situation, et sur recommandation de l'unité canine, nous estimons que le bien-être de l'animal prévaut sur sa valeur fonctionnelle. Aria, ou Naya, restera officiellement sous la garde de Dr Claire Morel et de la famille Verdier. Le soulagement fut immédiat. Jules, debout dans l'atelier, lâcha ses outils et leva les bras au ciel. Marianne pleura en silence. Élise serra Claire si fort qu'elles en perdirent l'équilibre.
Et Naya, elle n'avait rien dit. Mais ce soir-là, elle s'installa dans le jardin face au couchant, les chiots à ses côtés, et posa sa tête sur les genoux de Claire, comme pour lui dire « Je suis à la maison ». Le processus d'adoption fut lancé peu après. Il fut long, rigoureux. Mais chacun des 5 chiots trouva une famille aimante. Cisco fut adopté par un maître chien à la retraite, fasciné par son courage. Sia rejoignit une institutrice qui la destinait à devenir chien thérapeutique. Nox partit vivre avec une jeune sourde qui cherchait un compagnon sensible à son langage gestuel. Gaïa fut adoptée par une grande famille de la campagne et devint le gardien bienveillant d'une ribambelle d'enfants. Quant à Pomme, elle resta avec Élise. « Tu seras la grande sœur de mon bébé », lui dit-elle en souriant. Et Naya, elle ne fut jamais à nouveau dressée pour le service. Mais elle resta vigilante, attentive, présente, un pilier silencieux. Et chaque jour, elle regardait les portes de la clinique s'ouvrir, observait les patients entrer et sortir. Elle savait, elle n'était plus en mission, elle était chez elle. Le printemps s'installa doucement à Valmont. Les dernières plaques de neige disparurent sous les premières fleurs, les arbres bourgeonnaient, et une nouvelle lumière baignait les rues du village. À la clinique, Claire avait repris son rythme. Les patients revenaient, les commentaires diffamatoires avaient disparu. Même les regards méfiants s'étaient transformés en gestes de soutien. L'histoire de Naya, racontée sur les réseaux, dans les journaux et à la radio locale, avait conquis les cœurs. Une vétérinaire qui sauve une chienne condamnée, un incendie mystérieux, un procès, et au cœur de tout cela, une mère héroïque. Naya restait près de Claire tous les jours. Elle la suivait dans les salles d'examen, posait sa tête contre les jambes des enfants anxieux, observait les animaux malades avec une étrange intuition. Elle ne travaillait pas. Elle veillait, une présence silencieuse, rassurante, précieuse. Elle devenait un symbole à Valmont, pas seulement une survivante, une gardienne. Marianne et Jules, de leur côté, emménagèrent enfin dans leur nouvelle maison, construite sur les ruines de l'ancienne. Le jardin était plus vaste, plus lumineux, et un espace spécial avait été aménagé à la mémoire de ce que Naya avait accompli ce jour-là. Une petite plaque portait ces mots « À celle qui a sauvé 5 vies et réparé bien plus que ça ». Les chiots, eux, s'épanouissaient dans leur nouvelle famille. Claire recevait régulièrement des photos. Cisco, lors d'une randonnée dans les Alpes. Sia, couchée dans une classe, entourée d'enfants calmes. Nox, le regard attentif, répondant aux signes de sa jeune maîtresse. Gaïa, couchée devant une poussette, gardien fidèle. Et Pomme, toujours vive, courant dans le jardin derrière Élise, qui portait désormais un ventre rond. Car oui, quelques mois plus tard, Élise donna naissance à une petite fille prénommée Luna. Le jour de sa naissance, Naya resta des heures devant la porte de la maternité, sans bouger, les yeux fixés sur l'intérieur, comme si elle attendait qu'on lui confie une autre vie. Lorsqu'Élise sortit enfin bébé dans les bras, Naya s'approcha doucement, posa son museau contre la couverture et ferma les yeux. Luna grandit avec une chienne pour protectrice et une petite sœur poilue toujours dans ses pas. Claire, elle, continua d'exercer, mais avec un regard différent sur son métier. Ce qu'elle avait risqué pour Naya, sa carrière, sa réputation, n'avait pas été une erreur. C'était une promesse tenue, une vocation réaffirmée. Quant à Adrien Caron, il fut poursuivi pour ses activités illégales et sa responsabilité dans l'incendie criminel. Ses biens furent saisis, son réseau démantelé. Il quitta définitivement Valmont sous le regard glacé de ceux qui l'avaient voulu manipuler. La vérité avait fini par triompher. Et si tout cela semblait appartenir à un autre monde, à une autre vie, il suffisait de croiser Naya pour se souvenir. La voir, digne et calme, marcher aux côtés de Claire, saluée par chaque habitant du village. Elle n'était plus Aria, ni un chien de travail, elle était Naya, une mère, une survivante, une héroïne silencieuse. Et à ceux qui l'avaient vue, ce qu'elle avait accompli rappelait quelque chose de fondamental. Que même dans la souffrance, même dans l'abandon, même quand tout semble perdu, il existe en chacun, homme ou animal, une lumière qui refuse de s'éteindre, une force qui revient, encore et encore, chercher ce qu'on aime, une loyauté plus forte que le feu. Alors si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et surtout, souvenez-vous, parfois les miracles ont 4 pattes et un regard d'ambre. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.